Bismillah, voilà. Oui, en fait, moi j'avais demandé au président de, de m'épargner durant ce congrès et finalement il a fait la programmation et quand je préparais la présentation, je me suis posé la question. Ouais. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais dire? Les recommandations sont là. Euh, donc finalement, j'ai opté pour faire un historique, plutôt un historique, et essayer d'en tirer quelques messages importants. Et en préparant l'intervention, je me suis dit, à travers cet historique, je vais rendre hommage à la société savante, hommage aux soignants. Hommage aux soignants, d'abord les professionnels de l'anesthésie, de la réanimation, de la médecine d'urgence, qui étaient au chevet des patients et qui ont pu adhérer pour pouvoir avoir ces recommandations. Et ces professionnels de par le monde. Et aussi nos collaborateurs de différentes... et puis tous ceux qui, par abnégation, par devoir citoyen, par devoir humain, ont adhéré, qui ont vécu ces 2 années particulières. Alors, par rapport au Maroc, mon fil, c'était l'évolution de l'épidémie. Donc, comme vous voyez ici, il faut que je mette un pointeur. Là, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de vague, mais nous, les réanimateurs, on a vécu une vague, une grosse vague. Et par la suite, les hôpitaux étaient remplis, les hôpitaux de campagne, tout le monde était hospitalisé. Ça ne s'est pas traduit sur une courbe, mais dans la réalité, c'était vraiment particulier et c'était la période la plus riche par rapport à la SMAR. Puis, il y a eu la grosse vague qui a culminé en août. On a évité, grâce au confinement nocturne de Ramadan, la vague alpha, qui ne s'est pas passée au Maroc, et puis on a vécu une autre vague. Et donc, durant cette période, on a vécu beaucoup de choses. Il y a eu énormément de travail de beaucoup de monde. Mais ça a commencé avant. Dès qu'on voyait les images en Chine, la littérature commençait, il y avait beaucoup de partage. Il y avait la décision de tous les différents éditeurs qu'il y ait un accès à la science et tous les articles sur la Covid étaient publiés. Et puis il y avait l'Italie et n'oubliez pas que février, bien avant l'arrivée du premier malade, l'ASMAR avait lancé la campagne Vigie Corona, l'ASMAR, l'AFNAR, et dès le départ, ça s'est positionné SMAR et SMMU. Dès le tout premier communiqué, SMAR et SMMU. Et donc on était tous des guerriers qui allaient en guerre. Et c'était l'annonce, nous sommes prêts, nous préparons. Et d'ailleurs, la presse avait relayé cette annonce-là de la SMAC. Donc, comment nous sommes prêts? Il fallait former les gens. C'est vrai que ce n'était pas une recommandation, mais ce premier draft d'un programme de formation et qui a fait la base par la suite du programme e-Corona, c'était une sorte de recommandation de formation, de planning, qui a été déroulée dans pratiquement partout, les CHU, les hôpitaux publics. Nos collègues ont adopté ce programme, ils l'ont fait dérouler, notamment par rapport à la protection et l'habillage, etc. Entre-temps, nous avons commencé à préparer des guidelines, bien avant l'arrivée de l'épidémie. Le tout premier a été coordonné par Hanan, je ne sais pas s'il est là. Et donc, on avait publié le 23 février 2020 des guidelines sur les mesures procédurales en réanimation d'un patient cas suspect ou confirmé d'infection au coronavirus. Et en parallèle, le lendemain, le groupe de la SMMU a publié des guidelines sur l'accueil aux urgences, comment on va gérer un patient qui arrive au hasard dans un service des urgences confirmé. Très rapidement, on s'est dit, on a un devoir de formation, on a un devoir d'information vis-à-vis de professionnels, vis-à-vis de nos collaborateurs, mais on avait aussi un devoir vis-à-vis des citoyens. Nous avons été les premiers à communiquer avec les citoyens, et donc il y avait ce premier, le jour, le lendemain de la déclaration du premier cas qui était hospitalisé à Casa, un appel aux citoyens, comment se prévenir la contamination et l'infection. Et la traduction arabe, la toute première traduction en arabe, c'était faite par Si Mohamed, qui est là. Alors, bien avant, je ne vous cache pas, il y avait un protocole thérapeutique qui était en préparation.
par un comité. Ce protocole thérapeutique a évolué durant le temps. Il était prêt, finalisé durant le mois de février. On avait fait le choix de le publier le jour de l'hospitalisation d'un malade symptomatique. Et donc ça a été le cas, publication le 8 mars, du premier protocole thérapeutique de l'ASMAR, qui a été revu, il y a eu au moins 5 versions. Et là, c'est la touche graphique de Saïd, qui est là. Donc, il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'équipes qui écrivaient, mais je vous rassure, les différents comités, un comité scientifique avec un groupe, qui discutaient chaque mot. Chaque mot, chaque conjugaison, chaque tournure de phrase comptait énormément. Et même la présentation graphique comptait énormément. Il fallait qu'on soit pratique, il ne fallait pas qu'on soit rébarbatif, qu'on fasse du gros texte. Il fallait que ce soit des algorithmes pratico-pratiques délivrés aux citoyens à la lumière de ce que nous connaissions et de la littérature qui arrivait. Mais sur ce tout premier protocole, il y avait les corticoïdes, il y avait les anticoagulants, il y avait le tocilizumab, il y avait tout. Sur ce tout premier, il y avait tout. On n'a fait que des réajustements par la suite. Le 15 mars, publication de recommandations pour la prise en charge des malades, parce que il fallait continuer à faire de l'anesthésie, on risquait d'avoir des patients qui étaient Covid et qui arrivaient dans les blocs. Donc il y avait à la fois des recommandations pour la prise en charge des patients, il y avait à la fois des recommandations particulièrement pour la protection des soignants et la création de circuits appropriés pour les patients. Monsieur le Président, à chaque fois, il nous rappelait nos responsabilités, notre devoir citoyen, notre engagement, parce que en cette période-là, en début mars, beaucoup de professionnels avaient très peur. Il y avait beaucoup de problèmes. Et donc, il fallait rassembler et encourager les équipes à adhérer. Protocole thérapeutique sur l'enfant, le même jour. C'était très rapide. Donc, il y avait le protocole adulte, protocole enfant. Et puis, vont commencer à se poser certaines questions. Quand le malade arrive aux urgences, comment il faut trier? On a fait un appel de demande de volontaires un petit peu partout sur le Maroc, particulièrement les étudiants qui ont été beaucoup de volontaires pour la régulation des appels médicaux. Et donc, il s'est posé des questions et il y a eu une réponse rapidement, notamment le 28 mars, la pratique dans les unités de triage aux urgences. Et quand il y a eu ce triage, il s'est posé le problème, il faudrait qu'on donne aux régulateurs des moyens de réponse et des trucs faciles. Il y avait cet algorithme, notamment avec des questions précises. Quand tu reçois un appel, tu poses cette question, tu orientes telle et telle. 1er avril, donc je ne vois pas très bien. C'est les enfants, donc j'ai fait un truc, mais allez. En parallèle avec les professionnels, on s'est toujours intéressé aux citoyens, et donc il y avait le premier avis d'experts sur le port de masque. On s'est dit, ça se voyait ce qui se passait ailleurs, on était dans l'anticipation du pays, et donc bien avant la décision de Sa Majesté d'ouvrir des usines de textiles, la première société savante qui a recommandé le port du masque pour tous, c'était la Société marocaine d'anesthésie et réanimation et la SMMI. Et puis, les malades commençaient à affluer, et donc chaque équipe commençait à avoir son observation clinique, son expertise. Certains se sont organisés en staff, et ils changeaient. L'exemple type, c'est que dès la première semaine, quand on mettait des cathés, ça coagulait. Et donc, on s'est dit, non seulement les discussions qui sont dans les différentes équipes, il y a eu un appui de MSD par son Webex, et on a créé un staff national qui rassemblait tous les professionnels de l'anesthésie et de la réanimation des urgences. Et je pense que c'était l'une des plus grandes forces de la société marocaine parce que les gens échangeaient, discutaient. On invitait les cardiologues, on a invité les néphrologues, on a discuté beaucoup de choses. Et au fur et à mesure que cette réflexion se prolongeait, les algorithmes, le besoin se créait. Voilà la prise en charge qu'il faut faire, voilà les questions à poser, voilà la réponse appropriée. L'une des premières dans ce cadre-là, le 7 avril, WinFocus, après un staff, ils ont fait le travail, l'apport de l'échographie dans le triage,
et qui s'est avéré même un apport dans le diagnostic, équivalence au scanner, etc. Et c'est un algorithme qui est toujours fonctionnel jusqu'à maintenant. Le 10 avril, c'était particulièrement marqué aux alentours d'un staff où l'équipe du professeur Al-Harar a présenté leur expérience par rapport à l'anticoagulation des malades Covid. Et ils ont pris un jour 10 malades, ils ont fait la protéine C activée, ils ont trouvé 8 malades qui avaient de la résistance à la protéine et ça a abouti à des recommandations sur la thrombophylaxie. Et même, vous allez voir par la suite, nous sommes la toute première société savante au monde à recommander de l'anticoagulation curative. Au monde. Et je l'assume. L'équipe de CASA, à travers leur staff, ils ont décidé de faire une prescription standardisée. Ça a été discuté dans les staffs, ça a été adopté par la SMAR. On a harmonisé tout ce qui se faisait à partir de cette première prescription et on avait publié une prescription type en soins intensifs et en réanimation, J1 et J2. Et comme vous voyez, il y a le traitement, il y a l'anticoagulation, il y a la corticothérapie, l'indication d'ILHA, dès le départ. 10 avril, vous voyez qu'on est à peu près à 15 jours. Donc on commençait à avoir des problématiques de sevrage des patients, les premiers intubés. Et donc, là, vous voyez la touche graphique, maintenant c'est pas la SMMU, c'est la touche Moawi. Chacun faisait à sa façon, peu importe la forme, mais le contenu est la chose la plus appropriée. Un algorithme aussi extrêmement important, il me tient particulièrement à cœur. Nous, en Réa, dans notre équipe, on avait trouvé qu'il y avait des problèmes par rapport aux patients diabétiques. On avait fait des rondes de 8 heures. Les malades reçoivent de l'insuline qui n'est pas analogue. On met de la continue les hypoglycémies, beaucoup d'acidocétose diabétique, beaucoup de diabète inaugural. Et donc, Yunus, il avait sollicité notre équipe d'endocrinologie, professeur Ansari. Ils ont fait un truc local. On l'a pris, on l'a adopté. Et on l'a discuté au sein de l'ASMAR. On a donné au bureau, au comité scientifique de l'ASMédion, de la Société marocaine d'endocrinologie et diabétologie. Il a été validé par les deux sociétés savantes. Et ce protocole a sauvé, à lui seul, énormément de patients à travers le monde francophone. C'est pas que le Maroc. Et même il y a eu des webinaires après par la suite, juste pour expliquer l'algorithme, notamment avec les équipes de CASA, j'en passe. Le problème de l'hydroxychloroquine aussi s'est posé, donc il fallait augmenter la sécurité. Et donc on avait pris un mix de ce qui a été fait à Marrakech, à l'hôpital militaire, et un algorithme graphique qui a été fait à Agadir, j'ai entendu la voix de professeur Nassik tout à l'heure. Donc c'est lui qui nous a livré cet algorithme-là, et qu'on a finalisé, qu'on a adopté, qu'on a harmonisé, par rapport à quel moment mettre l'hydroxychloroquine et quand l'arrêter, etc. Et puis, bien sûr, pour les interactions médicamenteuses. Une équipe pionnière dans l'ECMO a fait un algorithme personnel, donc on l'a discuté aussi au sein du sous-comité, on l'a adopté. Et donc c'est tous les aspects de prise en charge, au fait, qui se déroulent. On avait un problème par rapport au bloc opératoire, on a dit on va encore maximiser la sécurité des malades qui sont opérés lors de la Covid, et donc on a mis une checklist de prise en charge. Quand il y a un malade au bloc, il y a une checklist à faire par rapport à toutes les étapes de sécurité des patients, et particulièrement un algorithme, ça c'est Ben Frère, oui, professeur Ben Frère, sur le rédacteur principal, par rapport à la gestion des voies aériennes, notamment comment clamper la sonde d'intubation, comment éviter l'aérosolisation et la contamination des équipes d'anesthésie et de réanimation. Tout ça a été compilé dans le premier un numéro spécial des annales marocaines de médecine d'urgence et de réanimation. Et donc, au bout d'un mois de l'épidémie, il y a qu'un mois, oui, un mois à peu près de l'épidémie, on avait une vingtaine de protocoles publiés, diffusés de partout. Ça continuait, donc 24 avril, on avait adopté un score de Early Warning Score
qui a marché très très bien par l'équipe d'Abou Hassan, Moussa Younous et El Hamzaoui, qui marchait très très bien dans le triage. Et donc on l'a adopté, on a fait une fiche de liaison basée sur ça. Et même la modalité d'hospitalisation qu'on a adoptée à l'ASMA a pris ce score-là parce qu'on a trouvé que c'est un score facile qui permettait une fiabilité dans le choix de l'orientation des malades. 10 mai, s'est posé la question du déconfinement de la première période. Et donc, on avait préparé la réorganisation des soins aux urgences, on a ici dans le contexte de l'épidémie, en période de déconfinement partiel. Et cette recommandation formalisée d'experts est la première de ce type qu'on a fait au sein de notre société savante, puisque c'était fait sous forme de guidelines basées sur de la littérature et un accord fort, moyen, voilà, l'accord par rapport à chaque type de recommandation. Et ça a été accompagné et d'un algorithme de prise en charge et d'une fiche d'information des patients en arabe. Ça, pour moi, c'est une avancée considérable dans le travail de nos sociétés savantes. Et je pense qu'aucune société marocaine n'a fait un type de recommandation de ce type jusqu'à maintenant, formalisé. Reste l'obstétrique, ben forcément, on a au moins 5 réanimateurs dans le comité scientifique national, dans le sous-comité à la direction de la population, qui ont travaillé sur le protocole obstétrique. Et donc, forcément, ce qu'il y a dedans, c'est aussi, quelque part, l'ASMAR et la SMU. Tout ce qui est protocole national, officiel, institutionnel. Post-confinement, ben, d'autres challenges se sont posés. Recommandations appropriées. Il faut que j'accélère. À un certain moment, on hospitalisait tout le monde. Ben, l'ASMAR, il a dit, c'est pas normal à la lumière des avancées scientifiques qu'on continue à hospitaliser les patients. Il faudrait que notre comité national, que l'État, prenne la possibilité de suivre les malades asymptomatiques à domicile, de pouvoir faire du cadrage. Et donc, on a fait des recommandations sur la conduite à tenir devant les asymptomatiques, les contacts, comment les gérer, le suivi en ambulatoire, la vaccination antigrippale et un logigramme sur la gestion. L'Aïd Kbir, le 30 juillet, la veille de l'Aïd, on était prêt. On a bien vu avant que la vague allait arriver. Donc, il a fallu se préparer à un afflux massif de victimes et on savait que notre vraie vague était là. Et donc, vous imaginez, avant qu'il y ait la vraie vague, c'était prêt. Toute l'attitude scientifique, gestion des tests sérologiques, là, ça a créé beaucoup de bruit par l'ASMA. Modalité de prise en charge des patients de données cliniques, l'afflux massif, les signes de gravité, sans signes de gravité, les sujets contacts, les mesures préventives, comment les renforcer. Et ça, c'était un texte important. Voilà, le résumé. Le 15 août, ben, ce qui s'est passé, le problème, c'est que nous ne devrions pas le faire. Nous sommes urgentistes, réanimateurs. Mais pendant la vague, on a commencé à récupérer des problématiques de diagnostic initial et de prise en charge thérapeutique initiale. On était obligé d'aller donner de l'apport scientifique et des avis par rapport à la médecine de première ligne. Et nous avons été les premiers à donner des guidelines pour la première ligne, comment prendre en charge les patients, comment gérer la gravité et comment orienter les patients. En réa, nous apprenions un peu plus. Nous avons développé notre capacité de VINI, d'OHD, de ventilation, de ductus ventral. Et donc forcément, à ce moment-là, puisqu'on s'est enrichi sur le plan ventilation, des recommandations spécifiques sur la ventilation. Et puis arrivaient les chapiteaux, beaucoup de soins intensifs gérés par d'autres spécialités que les anesthésistes réanimateurs, et on a commencé à avoir des problèmes. Comment, qui va entrer en réa, qui va entrer en soins intensifs, qui va rester dans le World. Et donc il a fallu la touche de Si Mohamed, les modalités d'hospitalisation des patients Covid. Ça aussi, c'est un des meilleurs algorithmes qu'on ait fait, qui a rendu énormément de services, particulièrement dans les chapiteaux. Et c'est là où ça faisait l'orientation. Réévaluation de la prescription, avec l'évolution de la science, je passe. 2 novembre, l'avis d'experts, je pense que c'est le bouquet final de ce que nous avons pu développer durant les 2 vagues. Et c'est là où on avait
détailler la prise en charge thérapeutique par rapport à nos patients, que ce soit la corticothérapie, l'antibiothérapie, n'est pas systématique, plein de choses. Et un tableau qui était relayé partout et qu'il a fallu par la suite rattraper parce que les médecins de première ligne commençaient à appliquer ce tableau. Mais nous, on parlait des malades graves, soins intensifs, hospitalisés. Et des choses qui étaient appliquées pour le malade hospitalisé n'étaient pas applicables pour le patient ambulatoire. Et donc, adopté par tout le monde, affiché partout, utilisé même dans les maisons. Mais maintenant, l'avantage après, c'est que notre comité national a adopté ça, et donc le protocole national par la suite, je vais le montrer, il est basé particulièrement sur ces recommandations. Et après, ben, puisqu'il y a eu ces problèmes où les gens qui sont hospitalisés à domicile, l'oxygénation à domicile, plein de choses, ben forcément, il a fallu faire comment, quand est-ce que passer de l'oxygène au masque à haute concentration, à la VNI, à l'OHT, à l'intubation. Alors, particulièrement, tous les protocoles, alhamdoulilah, particulièrement celui-là, juste sur ma page LinkedIn, 12 500 téléchargements à 80% de France, de Belgique et de Suisse. Vous réalisez? Il est partout dans les pays européens. La CIPAP arrivait, et donc forcément. Et donc tout ça, ça a été accompagné, en même temps parce que nous sortions de ce qui est spécifique, mais il y avait ce qui était officiel, et sur lequel nos réanimateurs, alors il y avait un groupe à un certain moment coordonné par professeur Moutaoukil, un certain moment professeur Baron, un certain moment vous aussi, et donc vous avez tout ce qui a été sorti par le ministère et le comité scientifique sur les manuels de procédure qui contiennent les protocoles thérapeutiques et la prise en charge. On était où? Novembre, décembre. Ben, à un certain moment, personne ne parlait de vaccination. Ben, la SMAR, elle a commencé les webinaires. Et la campagne Vigie Corona 3. Le président finalement. Et donc, il y a eu les webinaires sur la vaccination. Et même vis-à-vis de la population, nous nous sommes clairement positionnés vis-à-vis de la communication avec la population et les intérêts que pouvait avoir la vaccination. Forcément, nous, les réanimateurs, parce que la vaccination, c'est d'abord les formes graves, ça nous soulagerait, ça nous permettrait de nous occuper des autres malades. La vaccination a commencé, le brouhaha mondial sur les thromboses, et donc ça aussi, c'est une fierté particulière pour l'ASMAR. Nous avons pensé, avec l'arrivée dans la littérature de ce qu'on appelle le VITT, de faire un algorithme, suite à un webinaire, toujours les webinaires et l'échange a permis à chaque fois de se poser des questions et d'y répondre. Et on a préparé un questionnaire, on l'a fait valider par 6 sociétés savantes. C'est l'un des premiers protocoles au Maroc qui est validé par 6 comités scientifiques de 6 sociétés savantes différentes. Et les discussions, c'était incroyable. Les différentes discussions, que ce soit maintenant, que ce soit quand on avait discuté avec les autres sociétés pour le faire valider, un papier comme ça, c'était toute une histoire. Je pense que ça a été utilisé pour un très faible nombre de malades, mais il a le mérite d'être là. Donc, c'est pas une recommandation, mais forcément, quand il y a eu le fake sur l'anesthésie, l'ASMAR a réagi. Et le protocole national thérapeutique, finalement, c'est si vous remarquez la forme graphique, protocole national thérapeutique sur une charte graphique qui ressemble à des choses, mais certes, mais c'est sur demande des autres spécialistes et des autres experts du comité national. Et bien sûr, ils ont participé à la rédaction, à la validation, beaucoup de choses. Il s'est posé aussi la troisième vague. Bon, il y avait tout est prêt, il y avait le protocole national. Et la troisième vague, ben, on voyait beaucoup de malades qui arrivaient avec 80%, 90% de lésions scanner, juste parce qu'ils ont reçu de la corticothérapie trop tôt. Et donc, même si le protocole national était là et il fallait clarifier cette problématique du primum nocere par rapport à la corticothérapie. Chez qui? Quelles molécules? Quelles sont les équivalences? Et là aussi, c'est un algorithme aussi qui a été téléchargé en Europe de façon particulière.
Vous avez vu l'aspect communication. Certes, nous sommes 3 personnes qui ont rédigé, mais le grand rédacteur, c'est le président. Mais dès le départ, on a fait une première édition. On a rajouté un chapitre de l'appel à la peur. Et il y a eu en janvier la publication de la seconde édition avec les 2 bouquins. C'est parce que, comme vous avez tous remarqué, il y a eu un énorme souci, pas qu'au Maroc, par rapport à la communication institutionnelle, à la fois avec les professionnels, à la fois entre les professionnels, et à la fois, surtout, avec les citoyens. Et c'est ce qui nous cause maintenant beaucoup de blocages. Alors, quelques réflexions. Nous faisons de la médecine. On s'est posé beaucoup de questions sur les études randomisées. La médecine, c'est un métier clinique, d'abord, auprès du malade, basé sur l'observation. Cette observation, si chacun se la garde pour lui tout seul, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de... donc, il faut de l'échange, il faut de l'abnégation, il faut réduire son ego de chacun. Il faut beaucoup de travail, c'est des nuits blanches à n'en plus finir, c'est des discussions à n'en plus finir, énormément de travail et surtout de la collaboration. Cette médecine permet de sauver énormément de vies. Et l'ASMAR, Tangoula Belfort, est une société savante qui a joué son rôle humain, noble, national, maghrébin, africain et mondial. Et ça a sauvé beaucoup de vies. C'est pour ça qu'il faut croire en nous. Nous ne sommes pas des sous-compétents. Nous sommes compétents. Nous avons des capacités. Nous avons des possibilités. Nous avons l'avenir. Il faut juste croire en nous. Croire en notre leadership. Écouter les autres. Respecter les autres. Indiscutablement. Maintenant, la problématique, c'est comment préserver cet acquis. On a fait beaucoup de choses. On risque de faire des pertes de vitesse. Comment préserver cet acquis et aller de l'avant. Et dans cette allée de l'avant, et que depuis tout à l'heure je dis nous avons été les premiers au monde noir, on n'a pas publié ça à l'international. C'est dommage. Il faut qu'on améliore notre recherche et qu'on publie à l'international. Je finis à la fois en parlant d'une phrase qui a été écrite par un ami tout en lui rendant hommage parce que c'était l'un des piliers de ses recommandations, mais qui m'a touché dès le moment où je l'ai lu. Et je pense qu'elle est extrêmement pertinente. L'épidémie nous rappelle que nous sommes tous dans le même bateau et que nous nous en sortirons qu'ensemble. Le désir de survie éveille ainsi une forme élémentaire de conscience citoyenne. Nous ne pouvons faire face à la pandémie que collectivement, mais le comportement de chacun est primordial, car chacun est tributaire des autres. Cela s'appelle une société. Mais cette dernière ne peut faire face à ce chaos sans la science, qui ressurgit pour fournir la véritable base rationnelle de l'action de l'homme, pour nous montrer que la puissance doit être proportionnée à la connaissance. Merci beaucoup. Merci Sir Adib pour cette présentation très engagée et qui rappelle le rôle de l'ASMAR dans cette pandémie, mais aussi le rôle de la SMMU, les deux sociétés qui ont effectivement... il nous manque. Ouais, exactement, qui rappellent le rôle de cette société et de ses membres, aussi dans les différentes commissions, que ce soit la vaccination et tout. Donc, cette société, effectivement, et ses membres ont pesé de tout leur poids et ils ont apporté une énorme contribution à cette pandémie. Je crois que c'est une histoire, une belle histoire. Il faudra la continuer et on s'arrête ici. Merci beaucoup pour votre patience. L'amphi ministre, s'il vous plaît.